Bonjour à toutes et tous et à celles et ceux qui ont rejoint ce deuxième festival de Mediapart, la rencontre du journalisme et de la société. Nous avons l'honneur de recevoir Régis Debray. Régis Debray est une figure libre dans le paysage intellectuel français, quelqu'un qui a toujours mis ses idées au risque de l'action. Les moins jeunes s'en souviennent. Régis Debray, jeune normalien, jeune agrégé de philosophie, a partagé les combats des espoirs des peuples du Sud, comme on dirait, et en l'occurrence latino-américains. Il a accompagné les débuts de la révolution cubaine. Il a ensuite accompagné et été témoin de la guérilla vaincue d'Ernesto Che Guevara en Bolivie. Il en a payé le prix fort de torture et de prison en Bolivie même. Il fut libéré après ces 3 années de prison et accueilli par Salvador Allende au Chili. Il a accompagné l'unité populaire chilienne jusqu'au coup d'État du 11 septembre 1973. Et à ce moment-là, s'est fait son retour dans notre scène française, parfois un peu étroite, parfois oubliant sa grandeur. On y reviendra, puisqu'il y a souvent dans l'œuvre de Régis Debray une forme de mélancolie active. Du coup, il a accompagné les espoirs des années 70 qui ont donné l'alternance de 1981 avec François Mitterrand, dont il est devenu à ce moment-là l'un des conseillers, notamment sur les questions internationales et des rapports nord-sud, comme l'on disait. Mais il est resté libre et indépendant puisqu'il est le seul cas, pourrait-on dire, dans cette période-là, d'un homme qui à la fois est parti dignement et ensuite a refusé les honneurs ou les statuts qu'on aurait pu lui proposer en faisant une lettre de démission du Conseil d'État qui restera comme un exemple de refus de la servitude volontaire des intellectuels. Voilà. Voilà. Mon cher Edoui, tout l'honneur est pour moi. Je me sens intimidé et vraiment pas digne de tout ce que tu as dit. Mais ça, pourtant, ce n'est que factuel. Reste que, voilà, il y a une œuvre abondante, personnelle, se confrontant évidemment aux défis et aux échecs et aux illusions de sa génération, qui n'est pas très loin d'être la mienne. Et si nous avons Régis Debray avec nous là, c'est parce que Régis Debray a inauguré, et c'est marrant en temps de Gilets jaunes, une nouvelle collection des éditions Gallimard qui s'appelle Tract. Voilà un tract. Et voilà le tract numéro 1, l'Europe fantôme. À 3,90 €, je précise tout de suite. Ah zut, c'est pas un tract gratuit, mais nous sommes pour la valeur de l'information à Mediapart. Donc, voilà le tract et c'est ce que nous allons faire. Nous n'allons pas débattre programmes électoraux européens, c'était dans les lives de Mediapart récemment et ça va continuer. Nous n'allons pas parler actualité technique européenne, on va plutôt parler idéal européen. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, Régis, si je devais résumer, parce que on a surtout envie de t'entendre, résumer pour donner envie de le découvrir, ton tract, je dirais que c'est une œuvre de... Tu veux nous déniaiser, nous enlever nos illusions en nous montrant, et c'est un paradoxe, que l'Europe est une illusion. Oui, une illusion au sens freudien. Une illusion est une croyance qui répond à un désir. Et on a tous un désir d'Europe, bien sûr. On est tous en mal d'Europe, mais l'Europe nous fait mal. Alors, en mal d'Europe, ça veut dire en mal d'une Europe telle qu'elle devrait être. Je dirais l'Europe des banquets,
des grands banquets républicains, mais on nous file l'Europe des banquiers. Il y a le banquet d'un côté, qui est l'enveloppe, et le banquier à l'intérieur. Alors, on est tous européens, d'abord parce qu'on vit en Europe, bien sûr. Moi, j'ai voulu, dans ce tract, étudier un peu d'où vient l'Europe et d'où vient la croyance en l'Europe. J'ai d'abord été frappé d'un truc que les députés européens ne connaissent pas, c'est l'origine de leur drapeau. C'est le début de ton tract. Voilà, le drapeau européen. Moi, je pose souvent la question aux députés européens, mais pourquoi vous êtes 27, pourquoi vous avez 12 étoiles? Ah, ils ne savent pas. 12 étoiles jaunes sur fond bleu. Voilà. Le fond bleu, c'est la couleur de la Vierge Marie. Et les 12 étoiles, ça vient de l'Apocalypse de Saint Jean, c'est quand Marie réapparaît dans le ciel avant la venue du Christ, elle est entourée de 12 étoiles. Alors ça, c'est un peintre strasbourgeois qui s'appelle Hayes, qui était très catholique, qui a vu une médaille miraculeuse des petites sœurs de Saint-Vincent de Paul, qui reproduisait ça. Et alors il a reproduit sur le drapeau, il l'a donné au Conseil de l'Europe, qu'il a pris, le Conseil de l'Europe l'a refilé aux communautés européennes en 1970. Donc je trouve ça très drôle, mais ça veut dire qu'il y a derrière l'Europe non seulement une spiritualité, mais elle est d'abord chrétienne. Alors tu sais bien que ceux qui ont créé l'Europe étaient catholiques, en l'occurrence. On parlait de l'Europe vaticanesque. Mais je crois qu'il faut dire qu'il y a plusieurs Europes. Moi, quand on me dit vous, quand on me dit êtes-vous pour ou contre l'Europe, je dis mais de quelle Europe parlez-vous? C'est comme si on vous disait êtes-vous pour ou contre la France? Bah, je dis mais de quelle France parlez-vous? Celle de Maurras ou celle de Michelet? Celle de Jean-Marie Le Pen ou celle de Jean Moulin? C'est deux France très différentes. Il y a eu beaucoup d'Europe dans l'histoire. Il y a eu donc une Europe chrétienne, qui était un peu celle dont parle encore Paul Claudel dans certains textes. Il y a eu l'Europe, ce qu'on peut appeler l'Europe de l'esprit, l'Europe des Lumières, celle de Valéry, entre les deux guerres, où vraiment circulaient à Paris beaucoup d'intellectuels de tous les pays d'Europe. Puis il y a eu ce qu'on oublie beaucoup, mon cher Edoui, il y a eu l'Europe de la collaboration. L'Europe de la division Waffen-SS s'appelait Charlemagne, la division Charlemagne. Drieux-La Rochelle disait « Je suis un Européen qui en a assez des petites patries, donc je choisis l'Europe unie. » C'est dans les textes. Et cette division de Waffen-SS, qui se définissait comme une division européenne, est allée défendre la forteresse Europe contre les hordes bolcheviques. Ça, c'est la troisième Europe. Hein. Je me réfère depuis 100 ans seulement. On pourrait remonter avant. Et puis, il y a aujourd'hui l'Europe de la monnaie, l'Europe de l'argent, l'Europe de l'eurozone, qui est une sorte de... On parle des démocraties libérales, mais là, c'est une sorte de libéralisme dictatorial, si tu veux, hein, qui nous impose un certain nombre de règles qui ont aidé à détruire le modèle social français. Alors, évidemment, c'est très gênant aujourd'hui de s'opposer à cette Europe de la monnaie, l'Europe de Jean Monnet, pour aller vite, hein, ça rime. Parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment une tendance très droitière qui refuse l'Europe. Moi, je crois qu'on doit la refuser d'un point de vue de gauche, c'est-à-dire qui respecte le mouvement ouvrier, le modèle social français, et non pas ce démantèlement des services publics auquel nous contraint l'Europe. Cette Europe-là. On va approfondir tout ça parce qu'en même temps, tu viens de dire, je crois qu'il faut refuser cette Europe. Tu as d'abord dit l'Europe, et puis après tu as dit cette Europe. Tu as précisé d'un point de vue de gauche. Mais au tout début, pour bien te distinguer de la critique nationaliste, exclusive, de bouc émissaire, de la critique de l'Europe, tu dis, en même temps, tu poses cette question, qui est une affirmation, en fait, comment nier le caractère désirable et bénéfique de cette solution, vu les insuffisances patentes du seul échelon national pour relever les défis climatiques, scientifiques et technologiques d'aujourd'hui. Je dis ça parce qu'il y a un ami que nous partagions ensemble, qui n'est plus de ce monde, Édouard Glissant,
qui était le théoricien de la relation, du tout monde, du tout vivant. Nous voyons bien que, quelles que soient les critiques qu'on a adressées à cette Europe, il n'y a pas de réponse nationale à la course de vitesse sur les questions d'injustice sociale à l'échelle du monde, de désordre climatique, de désordre guerrier. Donc, on est pris, de toute façon, dans cette question du lien et de la relation. Les problèmes dont tu parles, le climat, les problèmes biologiques d'épidémie, tout ça, c'est au niveau mondial. Hein. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est trop grande pour les nations, elle est trop petite pour les grands défis, même industriels. Parce que l'Europe de 1958, celle du traité de Rome, n'est plus l'Europe d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, si tu veux, il s'est globalisé dans sa dimension, mais il se renationalise dans sa composition. On le voit aujourd'hui, cette sorte de retour, n'est-ce pas, je ne dis pas tribal, mais national ou nationaliste souvent. Il se trouve que l'Europe, aujourd'hui, ne répond plus aux défis économiques, écologiques, biologiques. Par exemple, industriellement, Renault s'accorde avec Nissan. C'est un industriel indien qui met la main sur notre métallurgie. Je veux dire qu'il y a une mondialisation de l'économie. Et l'Europe est devenue, elle est devenue comme un carcan, si tu veux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui marche, c'est l'agilité, la réactivité, la liberté de choix, c'est-à-dire pour un pays de nouer les alliances selon l'opportunité, selon le lieu, c'est-à-dire retrouver un peu la maîtrise de ses choix, si tu veux. C'est pourquoi quand on parle de la souveraineté de l'Europe, moi je ris un peu, parce que qu'est-ce que c'est que la souveraineté? C'est le pouvoir de décider de la paix et de la guerre. Or, l'Europe ne peut pas faire la paix, on l'a vu en Yougoslavie, où ils ont été forcés d'amener les Américains. Elle ne peut pas faire la guerre, parce qu'elle n'a ni armée, ni autonomie de décision, puisque ce sont l'OTAN, c'est les Américains qui s'occupent de la défense. Et cette Europe du commerce, cette Europe de la monnaie, cette Europe de l'économie, elle a remis le soin de sa défense et de sa sécurité à l'OTAN, c'est-à-dire à Washington. Donc je dirais que moi, c'est une Europe qui est fondée sur une illusion, c'est qu'en faisant une monnaie, on peut faire un peuple. On a mis un parlement en attendant qu'il y ait un peuple. Généralement, il y a un peuple d'abord et on met le parlement ensuite. Donc j'ai l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs, mais l'illusion fondamentale, c'est que de cette Europe-là, c'est que l'homme est un être économique, si tu veux. Ce n'est pas un citoyen, c'est un consommateur. Et à partir de la liberté de circulation des capitaux, on va pouvoir faire naître une communauté. C'est pas vrai. C'est pas vrai comme on le voit aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème sérieux, le problème des migrants, chacun retourne chez soi. Le problème des rapports avec la Chine, les Italiens ne font pas ce que font les autres. Donc, le problème de l'exportation des armements, chacun joue pour soi. Donc, c'est la preuve, si tu veux, que les intérêts nationaux, les sentiments nationaux ne sont pas arrivés à s'identifier à une communauté affective, une solidarité ressentie, qui fait que, sur tout problème sérieux, chacun reprend ses billes, si tu veux. Moi, je le regrette parce que je trouve que l'Europe des 6, c'était jouable. On pouvait concevoir une confédération. C'était des pays assez proches, où on parlait français encore, beaucoup en tout cas. L'Europe d'aujourd'hui, elle parle la langue du business, c'est-à-dire l'anglais, ou l'anglobal, si tu veux, c'est-à-dire le globish. Monsieur Donald Tusk fait ses conférences en anglais. Bon, moi, ce n'est pas l'Europe que j'avais en tête, si tu veux. C'était une Europe plurilingue où la France avait le droit, où le français avait le droit d'exister. Donc je vois plutôt l'Europe actuelle comme la confiscation de la volonté des peuples, comme, je dirais, au nom d'un rêve, au nom d'un désir très louable,
qui est le désir évidemment de la paix, de la prospérité, je dirais, où les magistrats remplacent les soldats, hein, pour aller vite, une Europe fondée sur le droit, mais dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, c'est une Europe technocratique, c'est une Europe sous la coupe, au fond, de l'idéologie américaine, où on ne parle que finance. Et on a du mal à définir une politique, parce qu'entre 27, il n'y a pas de coordination possible. Chacun a son ennemi préféré. L'Europe de l'Est, c'est la Russie. D'autres pays, c'est la Russie. Donc, ce qu'on découvre, si tu veux, c'est que l'Europe de l'Est, c'est une Amérique de l'Est. C'est-à-dire ils ont pris l'Europe comme une marche d'escalier pour aller vers l'Amérique, vers l'OTAN. On peut les comprendre de leur point de vue, puisque c'est la Russie qui est leur ennemi. Mais nous, ce n'est pas ni notre intérêt, ni notre histoire. Donc, je trouve que cette Europe, elle manque d'organicité, et je la vois comme le cheval de Troie de la mondialisation libérale. Alors, je voudrais revenir au passage sur la langue. À un moment, tu rappelles, tu dis avec le Brexit, l'anglais ne sera plus la langue que de 1% de la population concernée, l'Irlande et Malte, dis-tu, par rapport au symbole linguistique. Il y a un moment aussi où tu fais une énumération au fond, parce que quand je dis chez toi, il y a toujours une forme de mélancolie active, tu cherches en même temps une forme d'imaginaire européen. Tu dis, au fond, c'était une belle idée, mais il aurait fallu qu'elle échappe à la fois à la monnaie, à une logique purement économique et à la soumission, à la domination des États-Unis et à l'expansion des États-Unis d'Amérique. Et à un moment, il y a une énumération, tu dis, il y a des cinémas en Europe, mais il n'y a pas de films européens. Il y a des athlètes en Europe, mais il n'y a pas d'équipe européenne. Il y a des journaux en Europe, mais il n'y a pas de quotidien européen. Il n'y a pas de siège pour l'Europe à l'Assemblée. Et là, tu conclus, la charrue avant les bœufs n'a pas creusé de sillon. Alors, je voudrais en revenir sur le sillon, puisqu'on considère comme une réalité acquise. Tu dis, au tout début, tu dis, parce que au fond, pour ça que c'est un essai dérangeant, hein, à la veille des élections européennes, tu dis, au fond, en reprenant Paul Valéry, l'Europe est morte en 1945. C'est-à-dire, après cette tentation, y compris avec la collaboration de nos élites françaises, d'une grande Europe nazifiée, tu dis, au fond, voilà, le rêve est mort, alors que paradoxalement, le rêve et l'illusion, le fantôme dont tu parles, a été réactivé à cause de la catastrophe européenne. C'est bien les artisans de l'Europe, hein, Monnet et Schuman, disent on va éviter les guerres, tous ces pays se sont fait la guerre. À un moment, tu cites, j'avais oublié que François Mitterrand avait dit ça en 1995, il dit la France a fait la guerre à tous les pays qui sont là, sauf le Danemark, on se demande pourquoi. Tu cites cette phrase. Tu n'étais pas à l'Élysée, donc ce n'est pas toi qui as écrit le discours. Donc c'est vraiment de lui, semble-t-il. Oui. Bon, je te dis ça parce que voilà, il faudrait revenir à ton point de départ. Ton point de départ, tu dis l'avortement du projet initial était inscrit dans sa conception même et sa dégradation en coup de pied sous la table dans le mode de fabrication. Alors, quels sont les deux points? Et la cible, c'est évidemment Jean Monnet, banquier et économiste de son État, donc la logique économique au cœur de la construction européenne, la logique marchande, et par ailleurs, tu le qualifies comme ça, membre hyperactif de la France-Amérique. Donc, pouvons-nous revenir sur ces deux branches de la tenaille? D'un côté, l'économie à la place de la politique, ou plutôt contre la politique. Tu dis c'est une Europe apolitique, hein, qui a été créée. Et deuxièmement, au fond, la soumission, c'est-à-dire une Europe qui rentre la
guerre froide accompagnant ce paysage, qui rentre dans le moment d'expansion des États-Unis d'Amérique, hein, où ils sont sortis de leur lit progressivement, Cuba, les Philippines, un petit peu la Première Guerre mondiale, Haïti, et finalement la Deuxième Guerre mondiale, et leur expansion mondiale dans une logique de domination. Et donc c'est la double tenaille. Et tu rappelles d'ailleurs qu'au nom de cette double tenaille, et il y a quelqu'un que tu aurais pu citer de ce point de vue, j'ai regretté que tu ne l'aies pas cité. Tu rappelles comment, lors des premiers débats, la communauté européenne du charbon et de l'acier, rappelle, elle était basée où? À Luxembourg. Hein, à Luxembourg. Aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le paradis fiscal, c'était d'abord la production, justement. C'est là que ça a commencé. Et aujourd'hui, Luxembourg est de fait un cœur des paradis fiscaux. Et il y a quelqu'un, parce que tu rappelles les débats des années 50, où, y compris la presse que l'on dirait de référence, je pense au Monde, à l'époque, a été très critique de cette logique européenne. Mais il l'était pas dans une logique nationaliste. Il y a quelqu'un qui a fait, au moment du traité de Rome, qui a fait un grand discours refusant cette Europe. C'est Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, qui fait un discours, et on ne peut pas dire que Pierre Mendès France était un nationaliste rétrograde, refusant cette idée de la confiscation par l'économie, lui-même qui était plutôt un connaisseur des questions économiques. Il faut relire ce discours, il est très, très fortement actuel. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur cette double tenaille? Parce que ce qu'on discute quand on parle évasion fiscale, quand on parle BCE qui n'est pas contrôlé par la politique, etc., a une histoire qui est rappelée. Je rappelle que là, on n'a pas que les élections européennes. Hein. Il y a 3 choses qui vont se passer. Élections européennes, choix du président, c'est Juncker actuellement, et il va changer. On a un Français qui est en lice, qui est Michel Barnier. Et puis, troisièmement, changement du patron de la BCE. Tout ça se joue là. Hein. Les exécutifs changent aussi. Donc voilà, cette tenaille, est-ce qu'elle était fatale? Est-ce qu'on aurait pu envisager une autre histoire? Tu sais que c'est un jeu des historiens maintenant, parfois d'essayer de voir comment l'histoire aurait pu... Elle n'est jamais écrite. Est-ce qu'on aurait pu faire une autre Europe, sachant que, comme tu le dis, c'est un désir légitime? Alors, comment revenir sur cette généalogie? Est-ce que c'était une fatalité qui nous conforte dans notre repli? Car au repli, ce n'est pas toi et moi qui sommes gagnants. C'est les forces du bouc émissaire du nationalisme. Toi, tu es un internationaliste, tu es parti au loin. Tu ne t'es jamais satisfait d'un horizon replié sur le national. Donc comment on aurait pu imaginer une autre histoire, et comment, en se posant cette question face aux fantômes, faire peut-être surgir une nouvelle histoire aujourd'hui? Tu disais, je ne veux pas de cette Europe-là. Alors comment faire une autre Europe? Bon, tu as touché beaucoup de points, mais je voudrais commencer par dire que je refuse absolument l'alternative. Ou c'est l'Europe, ou c'est le repli. Non. Moi, je suis pour une France qui redéploie ses alliances, qui choisit ses amis, qui garde sa liberté de décision. Mais prenons l'exemple du cinéma. Les zéro pudding, ça ne marche pas parce que c'est financé par Bruxelles et ça fait un méli-mélo incroyable. Les coproductions, ça marche très bien. Je te rappelle... Les aides publiques européennes au cinéma, ça ne marche pas, mais les coproductions entre pays, ça marche. Les coproductions franco-italiennes, franco-allemandes, ça fait des chefs-d'œuvre. Et je te rappelle aussi que Airbus, tu sais comment ça a été décidé et quand? Raconte, tu le rappelles donc. Au dernier conseil des ministres de Gaulle, en 69, avant qu'il parte. Fondée sur une coopération franco-allemande avec l'Espagne aujourd'hui. Ariane Espace aussi, c'est le fruit d'une coopération. Donc je refuse absolument ce faux dilemme entre soit vous vous bouclez dans votre petit coin absurde, soit vous allez... Insistons 2 secondes sur ce point. Tu as vu le clip de campagne d'Emmanuel Macron? Non. Vous n'avez pas le choix. Tu l'as pas vu? Ah ben pour les élections européennes de ça. Tu devrais le voir. Même pour toi qui es un spécialiste des images, c'est la catastrophe. Si on ne vote pas pour lui, c'est la catastrophe. C'est l'éternelle devise aujourd'hui de notre classe dirigeante. Contre les fascistes, votez banquier.
c'est-à-dire tout le monde doit être fasciste, il ne reste plus que le banquier. Alors évidemment, on choisit le moindre mal, si tu veux. Mais moi, je veux sortir de ça parce que c'est le banquier qui fait le fascisme, par réaction. Donc j'en ai marre. Voilà. Maintenant, je reviens à tout ce que tu as dit. D'abord, c'est vrai, c'est après les grandes guerres que l'idéal européen s'impose. Après les grandes divisions de l'Europe, 14-18, ça crée tout ce grand mouvement. La revue Europe de Romain Rolland, que tu rappelles. Europe de Romain Rolland. Pour les jeunes, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle juste, Romain Rolland, c'est le seul qui se dresse contre la boucherie nationaliste, lucide, avec un texte qui devait s'appeler Contre la haine, et qui finalement s'appelle Au-dessus de la mêlée. Et en 1919, il fait cet appel pour l'indépendance de l'esprit, hein, qui est un appel internationaliste. Il y a Bertrand Russell, il y a Stefan Zweig, il y a des intellectuels indiens du monde entier. Et c'est le premier biographe du Mahatma Gandhi, pour dire la curiosité du monde qu'il avait. Pardon, excuse-moi. Je vais même te dire, je faisais mais mon non, monsieur mais loyal. L'Europe de l'entre-deux-guerres, c'est formidable. Il faut ajouter une création. Abel Gans, le grand cinéaste, veut former le syndicat du cinéma européen, qui ensuite s'est défait. Donc tu vois, il y avait vraiment une prise de conscience. Et après 39-45, bien sûr, qui ne veut pas construire une Europe après cette guerre fratricide épouvantable? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour passer de l'économie à la politique, il faut l'imaginaire. Un ensemble politique, c'est fondé sur une communauté imaginaire, c'est-à-dire une communauté de fiction, de légende, d'impression, de vision. Et malheureusement, je lisais ça dans un reportage de Jean-Jacques Hano, le cinéaste, il disait l'Europe n'a ni langue commune, ni artistes qui puissent parler à tous. Tous les acteurs communs à tous les pays d'Europe sont des acteurs américains. Et il disait, j'ai parlé avec des adolescents à Naples, ils connaissent mieux les quartiers de New York que les quartiers de Rome. D'accord? Donc, autrement dit, Hano conclut, il n'y a plus de culture européenne. Il y a une culture américaine. Bon. Donc, c'est difficile de créer une communauté imaginaire parce que tous ces gens qui font l'Europe sont essentiellement des économistes. Ils se foutent du cinéma, ils se foutent du théâtre et de la littérature. Alors, ça aboutit à une Europe dont le vrai centre est Francfort et pas Bruxelles. Francfort, le siège de la banque, sur lequel nous n'avons aucun moyen d'influence. Alors c'est vrai que le cas de Mendes France, tu as raison, j'aurais dû le citer. C'est Mendes France d'abord qui s'est élevé contre la communauté européenne de défense. Il y a eu une alliance entre De Gaulle et Mendes. Sur ce point, Mendes n'acceptant pas que l'armée française soit sous commandement américain et que l'Allemagne se réarme. Parce que les Américains avaient besoin de l'Allemagne pour contrer l'Union soviétique. Donc, c'est vrai que Mendes a été, comme souvent, un prophète. Mais il y en a eu un autre que tu n'as pas cité toi-même, c'est De Gaulle. Tu es plus mendésiste que gaulliste. Moi, je suis un gaulliste de gauche ou d'extrême gauche. Donc, je note que De Gaulle ne s'est jamais trompé dans ses pronostics. Et alors, ce qui est formidable, c'est que dans sa dernière conversation en 69, dans les chaînes qu'on abat, la conversation avec André Malraux, De Gaulle dit « C'est tout de même formidable d'assister à la fin de l'Europe. C'est très triste, mais on va avoir maintenant la civilisation atlantique. » C'est tout de même pas mal de dire ça en 69. Et il dit « Bonne chance à cette fédération sans fédérateur. » Enfin, il est très amer. Pourquoi? Parce qu'il a voulu l'Europe, le traité de l'Élysée. Qui a fondé l'Office franco-allemand de la jeunesse? C'est De Gaulle, ne l'oublions pas. Qui a fait le plan Fouchet, où ils imaginaient une Europe européenne? Ce plan a été retoqué par les Allemands qui ne voulaient pas, qui voulaient rester sous protectorat américain. Donc il ne faut pas faire de Gaulle un nationaliste. C'est un homme qui a eu une vision de l'Europe, mais d'une Europe autonome, pas d'une Europe seule, mais d'une Europe, disons, qui est la liberté de ses décisions. Et à la fin de sa vie, il est très déçu, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire, au fond, au lendemain de chaque grande guerre, il y a un grand élan. Et puis au bout de 20 ou 30 ans, ça retombe. Donc je dis,
on est en mal d'Europe. C'est le désir, l'aspiration, le besoin qu'on a, fraternité des peuples, prospérité, paix, etc., règlement des conflits par des conférences, et au début, à la fin, on voit le contraire de ce qu'on a rêvé, donc on a mal à l'Europe. Moi, j'ai mal à l'Europe en ce moment parce que je ne m'y reconnais pas, et je crois même que l'Europe suscite le retour aux tribus, le régionalisme, le séparatisme. C'est-à-dire que l'Europe, au lieu de fédérer, comme les gens en ont marre de se voir imposer des normes d'en haut, ils ne conçoivent qu'une chose, c'est la fuite en arrière, les retrouvailles avec les racines, et donc on se replie. C'est-à-dire que je crois que finalement, cette Europe, elle est contre-productive, si tu veux. Elle suscite énormément d'insurrections locales, identitaires et régressives. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on n'a pas le sentiment de solidarité, on ne peut pas s'identifier à quelque chose qui n'est pas une personne, qui ne peut pas se personnifier, si tu veux. Je suis très frappé que l'Europe a 3 ou 4 centres, Strasbourg, Bruxelles, La Haye, le Luxembourg, Francfort. Elle n'a pas non plus de figure représentative. Et donc je vois une sorte de conglomérat dont le seul lien de solidarité repose sur la finance. Et ça, je dis que ça ne fait pas un peuple. Une monnaie, surtout quand c'est une monnaie de Monopoly, comme c'est un billet de Monopoly, comparé à un billet d'euro à un billet de 1 dollar ou 10 $, c'est deux mondes différents. Sur notre euro, on n'a aucune figure, aucune devise, aucun lieu. Sur un dollar, tu as une devise, une métaphysique, une God we trust. Tu as des géographies, tu as des figures, tu as des pères fondateurs, une devise. Une histoire concentrée, tous les pères fondateurs sont là. Un billet d'euro, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que des arcs ou des fenêtres posées sur rien. Ça pourrait être de n'importe où. Mais ça ne fait pas, si tu veux, quelque chose d'affectif, quelque chose qui te meut ou qui t'émeut. Parce que je crois qu'il n'y a pas de peuple s'il n'y a pas une émotion partagée. S'il n'y a pas non seulement des souvenirs communs, mais je dirais des expectatives partagées. C'est le refrain de ton texte sur l'absence de récit, hein, oui, l'absence d'imaginaire, etc. Mais je reviens sur mon idée d'une histoire alternative. Parce qu'il y a un moment historique que tu zappes un peu, et je voudrais te chercher un petit peu là-dessus. Il y a quand même eu un moment, et tu en as été témoin, il y a une gauche qui arrive au pouvoir en France après une longue éclipse en 1980, qui exactement choisit, tu l'as dit tout à l'heure, choisit ses alliances, qui parle au monde. Et tu as été l'auteur d'un discours célèbre de François Mitterrand en Amérique latine, etc. Et c'est un moment où les Français, à la différence justement de l'Allemagne, qui n'était pas réunifiée, qui n'était pas dans sa nouvelle logique de puissance, ont tous les leviers. C'est qui la figure de l'Europe à ce moment-là? C'est Jacques Delors, qui entraîne toutes sortes de gens qu'on retrouve aujourd'hui dans nos élites politiques ou économiques françaises. Donc tu as un homme qui est un président très fort. Ce qui nous sépare sur De Gaulle, c'est la Ve République, j'allais dire. Hein, donc Mitterrand a une force, hein, il a un poids, il a cet état fort français. Il est en conquête, il représente une alternative par rapport à la puissance américaine à ce moment-là, normalement, dans sa dynamique, dans ce qu'il a rassemblé. Et donc, est-ce que dans l'histoire alternative, tu n'as pas été témoin et donc peut-être vaincu d'une occasion manquée qui est François Mitterrand face à une histoire, alors on va refaire la comparaison avec De Gaulle, hein, une histoire qui se mettait en marche, la chute du mur, 89, la fin de l'Union soviétique, 91, la réunification allemande qui le prend de court, pour tout dire. Est-ce que là, il n'y a pas un moment où il y aurait pu y avoir une autre Europe? Je ne crois pas, mais je vais te dire pourquoi. D'abord, tout de même, Mitterrand, au moment de la chute du mur de Berlin, il a proposé une fédération européenne, au moment où Gorbatchev parlait d'une maison commune. Or, ça a été immédiatement retoqué par les Allemands.
Parce que cette idée qu'il y ait une fédération européenne sans le parapluie américain, c'était pour eux impensable à cette époque. Et donc, Mitterrand s'est retrouvé enfermé dans le tandem franco-allemand avec une Allemagne qui était encore très assujettie aux décisions des États-Unis. Maintenant, tu parles de Jacques Delors. Alors, faisons un peu un historique de ce personnage. L'Europe a deux piliers. La démocratie chrétienne... Choisi par Mitterrand, hein. Je vais te dire pourquoi il l'a choisi. L'Europe a traditionnellement deux piliers. La social-démocratie, les socialistes, et les démocrates chrétiens. Hein, tu as quelques belles formules là-dessus. Non, mais c'est cette alliance des deux qui, après-guerre, entretiennent le projet européen. Aujourd'hui, il n'y a plus de social-démocratie et il n'y a plus de démocratie chrétienne. Mais il y en a eu jusqu'il n'y a pas longtemps. Et qui est Jacques Delors? C'est l'homme qui a fait le pont entre la démocratie chrétienne et la social-démocratie. C'était donc le centriste dont Mitterrand avait besoin pour avoir une majorité. Delors a été, si tu veux, la cheville ouvrière, au fond, de cette alliance traditionnelle entre, je dirais, deux messianismes. Le messianisme socialiste, la pacification du monde par la raison, et puis le messianisme chrétien. Et donc, il a joué un rôle, effectivement, de cheville, un rôle très important. Mais l'Europe de Delors est une Europe libérale. L'Europe de Delors ne veut pas entendre parler de sécurité sociale, il ne veut pas entendre parler du programme du CNR. C'est un homme qui est au fond, qui pense que la liberté des capitaux, c'est fondamental, la concurrence libre et non faussée, c'est lui qui instaure ça. Et donc, tu parles de l'Allemagne. L'Allemagne est le seul pays européen qui a instrumentalisé l'Europe mieux que les autres. Parce que je crois que l'Europe, ce n'est pas une fin en soi. Pour tous les gens qui sont dans l'Europe, c'est un moyen, je dirais, de remplir un intérêt particulier ou national. Et l'Allemagne s'est servie de l'Europe, premièrement, pour rentrer dans la communauté internationale après-guerre, pour se nettoyer du nazisme, et deuxièmement, pour se réunifier sans faire peur. Et maintenant que l'Allemagne a rempli, si tu veux, ces deux objectifs, la Cour de Karlsruhe, qui est un peu l'équivalent d'une Cour suprême aux États-Unis, dit « Ah ben, il n'y a pas de peuple européen, il y a un peuple allemand, donc les lois allemandes, elles s'imposeront toujours au-dessus du droit européen. » Parce que l'Allemagne n'a plus besoin de l'Europe, sinon pour l'euro. Bon, et tu peux dire que la France également a pris le parti européen parce qu'elle voulait sauver son agriculture. Et quand l'Empire est tombé, après l'émancipation de l'Algérie en 1962, De Gaulle veut trouver un nouveau champ d'expansion où la France peut rayonner. Elle ne peut plus rayonner vers le sud. C'est l'Afrique du Nord et l'Afrique noire qui s'indépendantisent. Donc, il prend l'Europe, une certaine Europe, hein, une Europe au fond sous hégémonie française pour contrer l'hégémonie allemande. Mais tu pourrais montrer que l'Europe est née de la coïncidence d'une série d'intérêts nationaux, d'un alignement de planètes qui sont en train de se désaligner. L'Europe de l'Est reprend son ethnicisme parce que ce sont des pays qui n'ont pas eu beaucoup d'États mais qui ont une ethnie, donc une religion, une culture. Nous, on a eu un État, donc on n'a pas la même vision qu'eux vis-à-vis notamment des migrants, parce que nous pensons pouvoir intégrer les migrants, les Hongrois, les Polonais, non. Si on n'est pas catholique, on n'est pas polonais, tu comprends? Mais si tu n'es pas catholique, tu peux être français. Si tu es musulman, tu peux être un Français. Tu ne peux pas être un Hongrois. Voilà. Donc on a, si tu veux, des tropismes tout à fait différents. Alors, je ne crois pas qu'il ait existé cette possibilité, parce que Mitterrand, au fond, était un atlantiste. Ah, tu le découvres enfin? Non, je rigole. Mais si, Mitterrand était un atlantiste. Tu le savais en 81 alors? Non, parce qu'il a eu un moment... Moment de vérité. Il a eu un moment tiers-mondiste. Ah. Ah bah, il a eu un moment... Tu l'avais converti? Non, il était rebelle à toute conversion. Quoi qu'il a eu de la sympathie pour le Chili. On a même fait des choses en Amérique centrale avec les sandinistes, avec les salvadoriens. Il avait cette sympathie et Claude Chesson aux affaires étrangères était tout à fait pour.
Mais Mitterrand est un centriste, finalement, un centriste de gauche. Et au fond, Jacques Delors, c'était parfait, ça lui permettait d'élargir sa majorité. Et au fond, François Mitterrand était peut-être un peu comme toi. Je te provoque. Ah, je te provoque. Non pas que je t'accuse d'être atlantiste, pas du tout. Mais sinon, on ne serait pas copains. Mais Mitterrand n'avait pas confiance dans la capacité française à construire quelque chose. Et je n'aurais pas confiance. Tu veux que l'Europe s'insère dans un... Alors, au fond, Mitterrand était assez pessimiste sur le devenir français. Et il répétait parfois, si on passe entre les gouttes, c'est très bien. C'est-à-dire, passer entre les gouttes, se faufiler, trouver des compromis, mais ne pas rompre. C'est un homme de compromis, et bien sûr qui fait de la politique a besoin de compromis. Or, il a été ligoté par cette Europe sous hégémonie allemande, et finalement... Alors, c'est compliqué, parce qu'il a dit, on va essayer de neutraliser les Allemands en les insérant dans l'Europe, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on va essayer d'européaniser l'Allemagne, on va supprimer le marque. Il ne s'est pas rendu compte que l'euro était une sorte de marque internationale. Et donc, quant aux Allemands, ils pensaient on va faire semblant d'être européens pour nous reconstituer notre unité. Donc c'était un jeu de dupes, si tu veux. Mais je ne crois pas qu'il y ait une réelle possibilité. Parce que l'Europe était déjà sous hégémonie allemande. Parce qu'il faut dire une chose, que l'Allemagne est devenue, avec cet élargissement à l'Est, le centre, non seulement géographique, mais économique. C'est normal qu'une Europe fondée sur l'homo economicus donne la primauté à la meilleure économie, à l'économie la plus forte. Autrement dit, cette hégémonie allemande, elle était inclue dans les prémices, si tu veux, puisqu'on faisait une Europe par l'économie. Eh ben, qui a la meilleure économie d'Europe? C'est évidemment les Allemands. Donc, c'est eux qui pilotent. Et on ne fait rien sans leur approbation. Voilà. Alors, c'est pourquoi je trouve qu'il faut que la France retrouve sa liberté. Je pense qu'il ne faut pas rompre avec l'Europe, il faut rompre avec une accoutumance à la concertation préalable. La concertation préalable, c'est un truc où tu te ligotes. Hein. Par exemple, cette règle des 3%. Ah non, on ne peut rien faire parce qu'on est tenu par la règle des 3%. Mais qui a imposé ces 3%? C'est une commission que tu n'as pas élue, pas plus que moi. Donc, on a une commission qui n'est l'émanation d'aucun peuple et qui impose au peuple un certain nombre de contraintes. Merde, moi je dis, c'est pas républicain. Parce qu'en République, la loi est l'expression de la volonté générale et ça se délibère et ça se vote. Mais là, on reçoit des normes qui ne sont votées par personne. Donc c'est une Europe technocratique, autoritaire et antipopulaire. Voilà. Il s'agit surtout de t'entendre. Je rectifie la caricature qu'il a essayé de faire. Non, c'était de mon point de vue. C'était pour te titiller parce que sinon on allait être d'accord sur tout. Non, alors. Mais je dis ça parce que pour ceux qui, comme Mediapart est en accès libre, vous pouvez lire, ça s'appelait « Le nécessaire débat européen », ce que j'ai écrit en 2012 au moment du renoncement de François Hollande. Et puis, vous pouvez retrouver sur Mediapart comment on a accompagné, un peu comme un lanceur d'alerte, Varoufakis, hein, le ministre des Finances grec, qui a montré comment l'Eurogroupe, hein, vous savez, cette séance formidable hein, qu'il a racontée dans un livre. Dans ses mémoires. En plus, il avait même... Il enregistrait en douce, hein, et qui va peut-être... Costa Gavras essaie de monter un film à partir de ça. Il est en train de le tourner déjà. Hein, c'est ça, qui est un scénario formidable. Et ce scénario qui fera écho hein, à tout ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment, vous savez, il y a le référendum grec qui surprend Tsipras et Varoufakis. Donc il les encourage à résister à l'Europe.
Donc ils sont armés d'un mandat et ils se retrouvent à l'Eurogroupe, là où il y a les ministres de l'économie et des finances, c'est là où les questions, dans une logique ordo-libérale, sont décidées. Et là, il y a le président de l'Eurogroupe, qui est un Hollandais, qui dit « Monsieur Varoufakis, vous devez sortir ». Et il dit bah, « Pourquoi je sortirais? Je suis toujours dans l'Europe, notre monnaie est toujours dans l'euro. » Non, non, le vote, là, est un vote qui vous fait sortir. Vous ne pouvez plus participer à nos débats. C'est un vote oligarchique. Et alors, Varoufakis dit, écoutez, désolé, je suis là, montrez-moi les textes. Montrez-moi les textes qui vous autorisent à me sortir. Panique, suspension de séance, réunion des fonctionnaires européens, et qui reviennent piteusement et qui disent « l'Eurogroupe n'existe pas ». C'est-à-dire il n'a pas de statut. Et c'est pour ça que ce qu'a fait Varoufakis, c'est que non seulement il n'a pas de statut, mais on fait des réunions de 8 heures, 9 heures pour faire céder le récalcitrant, le faible, presque comme si on le cognait par la parole, par l'insistance, en le prenant entre Merkel et Hollande. C'était ça la crise grecque. Et surtout, contrairement à toute la tradition démocratique républicaine, mais qui a fondé les républiques, open the books. La révolution parlementaire britannique, le fait que les sessions des communes soient publiques, c'est-à-dire le fait que quand on débat de ce qui nous concerne, on doit en avoir un compte-rendu public. Et là, on n'en a pas. Donc nous, voilà, je disais ça en parenthèse. Mais avant de passer la parole au public... Un petit complément à tout ce que tu dis est très juste. Dans ses mémoires, Varoufakis, qui est un ami, m'a raconté son désespoir de voir la France s'humilier, demander l'avis de Mme Merkel. C'est Mme Merkel qui a conduit ça. Il était stupéfait, Varoufakis, de voir la France réduite à un statut de satellite. Et c'est très triste. Voilà. Bon. Alors, avant de passer, s'il y a des interpellations, des questions dans la salle, puisque finalement, je n'ai pas ma réponse sur une histoire alternative. Vous l'avez compris. Hein, non, mais il ne semble pas qu'il y en ait forcément. Mais non, mais elle est... Tu es en mal d'Europe, comme nous tous. Bon, alors, donc, du coup, ma question précise. En mal d'Europe. Mais ce n'est pas parce qu'on est en mal d'Europe que n'importe quelle Europe est un bien. Alors, non. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Et c'est bien pour ça qu'on t'a invité. Mais du coup, voilà, on est là. Tu connais un peu le paysage. Macron, c'est moi ou le chaos. Le chaos, bah, c'est Marine Le Pen, donc elle est ravie qu'ils disent moi ou le chaos. Contre les fascistes, votez banquier. Voilà, donc on est d'accord. C'est toujours la même chose. Tu connais le paysage dans les alternatives à gauche, chacun dans son couloir, en ne pensant pas aux élections européennes, mais en pensant à l'élection présidentielle de dans 3 ans. Mais il n'y a pas d'élection européenne, il y a une juxtaposition de sondages d'opinion dans tous les pays d'Europe. Ma question, nous sommes en mal d'une autre Europe, tu me dis. Tu fais quoi là, quand ça vote en mai, toi, Régis Debray? Alors moi, je voterai pour une liste de gauche s'il s'en constitue une, mais je note que la gauche est très européiste aussi et que rares sont ceux qui mettent en question l'Europe de la monnaie, l'Europe de l'eurozone. Donc je serais bien embêté. Il n'est pas exclu que je m'abstienne comme 60% des Français. Et du coup, qu'est-ce que tu as vu, tu es arrivé pendant le débat des Gilets jaunes. Et voilà. Je regrette que les Gilets jaunes ne posent pas la question de la suggestion à l'Europe. Oui, mais tu vois, c'est intéressant, justement, par rapport à la blague que tu me faisais tout à l'heure. Les Gilets jaunes, ben, ils disent d'abord, on va faire un levier ici national. On va faire levier dans le rapport de force national. Et on ne va pas se prendre la tête avec soit les fadaises sur le foulard et autres, et la quête du bouc émissaire, soit l'agenda électoral immédiat. On va faire notre agenda qui peut faire rapport de force. Et je te dis je t'annonce qu'ils me l'ont dit là dans les débats que j'ai faits à Saint-Nazaire début avril, ils veulent faire venir des gilets jaunes européens. Hein, ils veulent faire venir, parce qu'il y a quelques mouvements qui ont eu lieu un peu. Mais quand même, tu as vu le tournant de l'extrême droite. Tu as vu qu'entre Salvini, Orban, Marine Le Pen, ils ne sont plus pour la sortie de l'euro, ils ne sont plus à surfer sur cette Europe qui désespère. Ils sont sur l'idée, on a le vent en poupe, faisons, en conquérant le Parlement européen, l'Europe des nations. Alors, si on est de gauche, qu'est-ce qu'on fait face à ça? D'abord, sur les Gilets jaunes, je voudrais dire quelque chose.
c'est le premier symbole, le premier signe culturel et politique émis par la France depuis 30 ans. Car nous avons absorbé toutes les modes américaines, y compris le MeToo, y compris les gender... Ah, le MeToo. Non, y compris les gender studies. À Mediapart, tu ne peux pas dire ça. Le MeToo a commencé à Mediapart bien avant MeToo, 1 an et demi avec l'affaire Bopa. D'accord, mais je veux te dire... C'est pas une mode américaine, c'est une question que toutes les femmes qui sont ici connaissent. C'est la première fois qu'il sort... Je te reprends là-dessus. C'est la première fois qu'il sort de France un signe qui circule dans toute l'Europe et qui vient de chez nous. Tu trouves un peu chauvin peut-être, mais moi qui suis très sensible... sur les violences faites aux femmes, ce n'est pas une histoire américaine. D'accord, voilà. Mais je veux dire que toutes les modes culturelles nous viennent des États-Unis, et ça c'est la première mode, si j'ose dire, au double sens du mot, puisque c'est un gilet, qui émane de chez nous, qui prouve une certaine vitalité populaire en France. Et moi, j'admire beaucoup ça. Cette Europe des nations, enfin, cette Europe prétendue des nations ne peut pas être la nôtre. Tu les mentionnes, hein, je veux juste dire, c'est juste à la fin, tu as les sursauts d'un génie maison de type égalitaire et gilet jaune. Oui. Le génie maison. Oui, le génie maison, c'est l'égalité. C'est... chacun a son petit signe particulier et nous avons l'égalité, ça vient de la Révolution française, peut-être même avant. C'est une chose que les Britanniques n'ont pas, que les Allemands n'ont pas. Bref, c'est notre marque, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'en ce sens, les Gilets jaunes s'inscrivent dans une histoire nationale. Quand je dis nationale, je dis au sens Gramsci du mot, national populaire. Bon. Et cette Europe des nations dont tu parles, non, parce que c'est, comme tu dis, c'est l'Europe des nationalismes, et c'est pas l'Europe des nations. C'est une Europe égoïste qui refuse toute ouverture au reste du monde. C'est une Europe suprémaciste. C'est une Europe autocentrée. C'est pas l'idée de l'Europe que je me fais, bien entendu. Donc, à moins que tu fasses une liste, toi, pour te présenter aux élections européennes, honnêtement, je ne suis pas sûr de voter pour quelqu'un, mais s'abstenir, c'est déjà voter. Ouais. Les Gilets jaunes ont même fait une proposition formidable, tu sais, c'est que le vote blanc soit bien tenu, bien pris en compte. C'est le vote blanc. Et que s'il est majoritaire, l'élection soit annulée. Ça, c'est dans les propositions des Gilets jaunes. Si c'est une arme nouvelle, vous considérez que l'offre politique ne va pas, vous appelez et vous faites campagne à ce que le vote blanc soit majoritaire, à condition d'avoir entre-temps fait entrer, mais ça, ils ne voudront pas dans le monde de la représentation, le fait que si le vote blanc est majoritaire, l'élection est annulée. Et certains d'entre eux ajoutent, et ceux qui se sont présentés à cette élection-là ne peuvent pas se représenter à la suivante. Mais ça, c'est parmi les propositions audacieuses des Gilets jaunes. Tu m'apprends une bonne nouvelle, c'est que si le vote blanc était majoritaire, parce qu'effectivement, c'est le vote que je fais souvent, ça annule les résultats électoraux. Donc, le vote blanc ne sera jamais comptabilisé. Alors, est-ce qu'il y a des interpellations? Vous parliez donc d'une Europe. Vous définissiez la loi comme l'expression de la volonté populaire, donc de la volonté populaire. Seulement, nous avons en France une gouvernance en fait qui ne se fonde aujourd'hui plus sur la loi en tant qu'expression de la volonté populaire. J'en veux pour preuve par exemple les projets de loi proposés directement par l'exécutif. Donc finalement ce n'est plus la fonction présidentielle actuellement, c'est surtout une fonction pivot en fait dans la République française. Donc l'exécutif c'est cela avant d'être la volonté populaire. Oui, voilà, mais justement, c'est ça. Voilà, pardon, excuse-moi. Et donc, le truc, c'est que on a un fonctionnement relativement analogue en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, la véritable question, c'est est-il possible aujourd'hui de prendre en compte la volonté populaire, mais que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale? Alors, une autre main. Bonjour. Une Europe des nations à l'achèvement, est-ce que ça vous semble surréaliste dans 20 ou 30 ans? Merci. Une Europe...
des nations à l'achevènement, est-ce que ça te semble surréaliste dans 20 ou 30 ans? Et l'autre question, c'est est-ce qu'on peut avoir un suffrage populaire qui fasse changer l'Europe à l'échelle européenne? Une troisième. L'histoire est très intéressante que vous avez racontée. Par contre, c'est de l'histoire. Et c'est vrai que maintenant, l'Europe a changé. Les jeunes bougent beaucoup. Bruxelles, Londres, Berlin, on a le TGV, on a les moyens numériques très puissants qu'on n'avait pas pendant que De Gaulle était là. Et donc, je crois vraiment que l'Europe, enfin, le pays s'est agrandi. La France, avant, quand on était à Lyon, on y allait en trottinette ou avec des chevaux et on se faisait attaquer dans les bois de Bourgogne. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'une dimension, je crois, beaucoup plus grande. Et c'est vrai que ce constat que vous faites est absolument incroyable. Vous avez raison, c'est l'Europe du fric. Mais par contre, je crois qu'on a besoin de l'alternative que réclamait Edoui. Moi, je la réclame totalement pour les gamins. Alors, il y a 3 questions. Il y a est-ce qu'une volonté populaire par le suffrage peut arriver à changer l'Europe? Une Europe des nations à l'achevènement. D'ailleurs, tu cites Chevènement, dont tu as été et peut-être tu es toujours proche. Et enfin, une question que je trouve aussi très forte, la dernière. Certes, il y a l'Europe de l'histoire, l'Europe de nos analyses, mais il y a l'Europe du vécu, d'un temps où l'espace s'est rétréci, où le temps est plus rapide et où la jeunesse vit. La ville la plus branchée dont rêvent aujourd'hui beaucoup de jeunes, c'est d'aller à Berlin. Et en plus, c'est une ville pauvre qui est beaucoup moins chère que Paris, hein, et où il y a plein d'espace. Donc, il y a un vécu là européen qu'il n'y avait pas dans les générations précédentes. Voilà les 3 cols qui te sont posés. Alors, peut-il y avoir une volonté générale européenne? Il peut y avoir une volonté générale de quelques pays d'Europe, peut-être. On aurait pu concevoir, enfin, on n'en prend pas le chemin, on aurait pu concevoir une alliance des pays latins, parce que l'Europe dont on parle, c'est l'Europe du Nord. Hein. Les centres de décision de l'Europe sont au Nord, sont dans l'Europe protestante, sont dans l'Europe, si j'ose dire, germanique ou carolingienne. On aurait pu concevoir, mais on n'en prend pas le chemin, qu'entre la France, l'Italie, l'Europe, l'Italie et l'Espagne, on aurait pu concevoir quelque chose d'un peu commun par une communauté de langue, une communauté d'histoire, disons, une tradition apparentée. Aujourd'hui, je ne crois vraiment pas qu'on puisse concevoir une unité entre un Estonien et un Grec. Je ne crois pas qu'on puisse concevoir une coordination, une solidarité entre un Prussien et un Andalou. Donc je crois, si vous voulez, qu'il peut y avoir des petits pôles d'agglutination, mais je ne crois pas en une convergence de 27 pays. Non, écoutez, cet élargissement de l'Europe a été une catastrophe pour moi. On aurait dû concevoir une Europe à 12, c'était déjà difficile. À 27, rien n'est possible. Un ambassadeur me racontait, quand il participe à des réunions européennes, que le début du tour de table, où chacun se présente, ça prend 1 heure. Bon, alors, parlez-moi d'une décision prise en commun. Non, ce sont des cérémonies. À 27, on fait une photo de groupe, point. Et puis la photo de groupe est faite, tout le monde rentre chez lui. Donc malheureusement, j'aimerais bien qu'il y ait cette volonté générale dont vous parlez. Honnêtement, je ne la vois pas possible pour des raisons culturelles, c'est-à-dire des différences de réaction, de mémoire, de perspective. Voilà. Bon, je le regrette. Hein, donc voilà. La deuxième question, c'est l'Europe des nations à l'achevènement. Moi, je parlerais plutôt de l'Europe des États-nations, parce que il y a 2 façons de concevoir la nation. Hein. Il y a la nation civique et la nation ethnique. Or, souvent, quand on dit nation, on joue sur une amphibologie. Et ça peut donc être la nation ethnique, c'est-à-dire une nation raciale fondée sur la loi du sang. Alors, ce n'est pas cette nation-là à laquelle on pense. Nous, c'est une nation civique, c'est-à-dire une égalité de tous devant la loi, et français qui veut. Ça, c'est la nation civique. Alors, une Europe des États-nations, je crois que c'est trop tard. Les États-nations sont diminués, ils sont délégitimés. La circulation financière, les grands groupes financiers internationaux, les GAFA n'en ont plus besoin.
la marge de décision des nations est devenue très très petite. C'est ce qui fait d'ailleurs que le politique aujourd'hui, c'est un showman, c'est un type qui fait du spectacle. Il ne fait plus les décisions vraiment. Donc il se convertit en ce qu'on voit, en un Macron, le micro en main comme nous, sauf que lui, il circule et il ne donne la parole à personne. Bon, il répond, enfin, bon. Donc, je crois que confier aux États-nations qui sont de plus en plus exsangues, de plus en plus, je dirais, abouliques sans volonté, non, je ne pense pas. Mais moi, si on pouvait mettre ensemble 2 ou 3 États-nations, au sens civique du mot, évidemment que je trouverais ça très bien. Mais pour ça, il faut que l'Europe se décompose et qu'elle se recompose. Bon, je suis pour une décomposition de l'Europe telle qu'elle est et qu'on recommence un tout autre chemin, non plus fondé sur la monnaie, mais fondé sur la citoyenneté. Bon. Alors, troisième question, l'Europe vécue, sensiblement vécue par cette jeunesse qui vit dans un monde plus rétréci, où on peut aller très vite, voilà, se balader, connaître, où on fait des années d'études, où on va en week-end, bref. Il y a une Europe vécue beaucoup plus que dans nos générations. Oui, ça c'est vrai, disons, c'est l'Europe du programme Erasmus, hein, qui est un peu... Pas seulement, mais non, dans le quotidien. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut parler de mœurs européennes. Moi, je dirais que l'Europe, c'est l'endroit où on peut s'asseoir entre amis à une terrasse de café et plaisanter. Pour un Chinois, c'est impossible. Et pour un Américain... Tu te rappelles que le café, c'est l'Europe du Sud. Au-dessus, c'est les pubs. Tu as raison, mais moi au fond, quand je dis Europe... frontière symbolique. Moi, quand je dis Europe, c'est l'Europe méditerranéenne. Hein. Ah, voilà. Mais c'est vrai que s'asseoir à une terrasse de café et plaisanter, pour un Américain, impossible. Pour un Chinois, ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai qu'il y a une identité européenne en ce sens-là, si tu veux. On blague dans les pubs, hein, aussi. Donc, on blague dans les pubs, mais on n'est pas sur le trottoir. On n'est pas sur le trottoir. On n'est pas au soleil sur le trottoir, parce qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de trottoir. Maintenant, c'est vrai ce que vous dites, qu'il s'établit une sorte de circulation, pas des esprits. Hein. Il y avait beaucoup plus de circulation chez les écrivains et chez les intellectuels en 1930 qu'il n'y en a aujourd'hui. Le fait qu'une chaîne de télé comme Arte, une chaîne franco-allemande, je leur ai dit plusieurs fois, pourquoi vous ne faites pas des rencontres entre intellectuels français et intellectuels allemands? Ça ne les intéresse pas. Parce qu'au fond, elle se passerait en anglais, cette conversation, hein, puisque c'est la seule langue que nous avons en commun. Donc c'est vrai qu'il s'est établi une sorte de circulation sympathique, mais j'ai envie de vous dire que les seuls acteurs communs, les seuls acteurs de cinéma communs à tous les pays européens, c'est des acteurs américains. Les mœurs dont vous parlez appartiennent à une planète jeunesse, mais cette planète jeunesse, elle est tout de même modelée par quelque chose qui n'est pas européen, qui vient des États-Unis, comme centre émetteur, si vous voulez, comme centre émetteur des valeurs, des modes, des images, des idées. Donc, je dirais que oui, il peut y avoir une bonhomie européenne, il peut y avoir, comment dirais-je, une sorte d'échange, mais est-ce que ça fait une politique? Malheureusement, je ne le pense pas. Je ne veux pas dire, comme Jean-Jacques Hano, qu'il n'y a plus de culture européenne, c'est un peu sévère. Lui, il pense que l'Europe a été absorbée par l'Amérique, notamment par le cinéma. Bon, c'est vrai que le cinéma est un outil de puissance considérable. Alors, si vous voulez me dire qu'on est sorti de l'Europe du chemin de fer, oui, c'est vrai que l'avion, c'est déjà une ouverture sur le monde. Et les autoroutes, c'est vrai que c'est déjà une ouverture sur l'Europe. Les moyens de communication et les moyens de transport, ça remodèle l'espace politique. Mais est-ce que ça fait une politique? Je ne le pense pas. Pour qu'il y ait une politique, il faut qu'il y ait une décision, il faut qu'il y ait une chaleur, il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait des mémoires, une mémoire en commun, mais aussi des perspectives en commun. Bref, il faut un élan, j'allais dire une mystique, c'est un mot un peu exagéré. Mais en tout cas, il faut
quelque chose qui vient du cœur et pas seulement de la tête. Alors, en t'écoutant, et avant de redonner la parole à la salle, j'ai une question. Dans tout ce qu'on partage, évidemment, c'est de ne pas essentialiser les peuples. Hein, on est d'accord. Et j'écoute ton insistance sur les États-Unis. La réalité d'une stratégie hégémonique de domination est évidente, une industrie culturelle porteuse d'un imaginaire dominante, la plus grande armée et la plus puissante du monde, et tous les dégâts que nous vivons et que nous connaissons et qui se sont, je dirais, rapprochés. L'Amérique latine, le Vietnam, d'autres le vivaient, et depuis l'emballement d'après 2001, nous le vivons aussi. Hein, depuis, je ne sais pas si vous avez été voir Vice, hein, ce film sur Dick Cheney, le vice-président américain au moment des attentats du 11 septembre et de la suite. C'est un film totalement documenté et qui montre l'origine de notre catastrophe, y compris de l'État islamique. Hein. Donc, nous savons tout ça. Et en même temps, en t'écoutant, et là, je voudrais que tu nuances ou que tu répondes ou que tu éclaires, les États-Unis, c'est aussi une grande histoire démocratique par certains aspects, sociale aussi, dont le surgissement désormais d'un candidat socialiste, Bernie Sanders, le surgissement de la nouvelle parlementaire que l'on appelle AOC, hein, qui est la plus jeune du Congrès et qui est elle-même d'une gauche socialement radicale et démocratiquement radicale. Toute cette histoire qui avait été occultée, mais qui existe, un mouvement ouvrier américain, et qui n'est pas qu'un mouvement ouvrier xénophobe de travailleurs s'en prenant à l'autre, existe. C'est une tradition qui a été... Et donc, est-ce que quand même, dans ce moment-là, on ne doit pas aussi, tu disais, il faut faire des alliances, il y a des alliances de ce côté-là aussi. Je suis entièrement d'accord. C'est une ironie de l'histoire que la gauche déserte l'Europe et se réfugie aux États-Unis. Car au fond, le dernier endroit où être marxiste ne vous exclut pas de la cité, c'est les États-Unis. Mediapart vient de faire une alliance avec la revue éditoriale, avec une revue des gauches radicales américaines, Jacobin, la revue Jacobin. Absolument. Non, il y a des choses qu'on ne peut plus dire ici et qu'on peut dire aux États-Unis. C'est le paradoxe. Et tu as tout à fait raison, il n'y a pas que l'empire américain. Moi, je distingue toujours l'empire et le peuple. Je suis contre l'empire, mais pas contre le peuple, bien entendu. D'abord, je suis frappé par le civisme des Américains, le courage civique, fondé sans doute sur la tradition protestante, c'est-à-dire qu'on assume individuellement une position, on n'est pas dépendant d'une hiérarchie, on n'est pas dépendant, je dirais, d'un dogme, d'une orthodoxie. Donc c'est vrai qu'il y a une vitalité citoyenne aux États-Unis extrêmement grande, je suis tout à fait d'accord, et avec un courage très très grand. Le courage d'un Noam Chomsky, par exemple, mais enfin de beaucoup d'autres. Donc c'est vrai qu'il y a une Amérique de gauche. Maintenant, on est bien forcé de constater qu'elle n'accède pas aux manettes du pouvoir. C'est un contre-pouvoir, ce qui est déjà pas mal. C'est un contre-pouvoir. Je doute que ça puisse devenir une puissance directrice ou rectrice. En tout cas, c'est vrai que ne résumons pas les États-Unis à Dick Cheney. Pensons d'abord au roman américain, à la musique américaine, au cinéma, bon, bien entendu. Donc, ne fais pas de moi un anti-américain bêta, je voulais juste que tu le précises. Malheureusement, moi, je ne peux plus aller aux États-Unis, je suis interdit de séjour. Toujours encore ? Oui. Mais toujours, c'est-à-dire que tu y as été. Je n'ai pas essayé. Quand j'avais un passeport diplomatique, oui. J'y ai été et j'y ai de quelques amis. Mais dès que j'ai rendu mon passeport diplomatique, j'ai même été renvoyé, remis dans un avion quand j'ai eu le tort de répondre à une invitation de la Boston University. Je suis arrivé à Boston et on m'a remis dans un avion. Donc, mais je n'en tire pas une américanophobie particulière.
Simplement, je dis qu'il y a une administration américaine qui n'est pas très fraternelle. Alors, il nous reste un quart d'heure. Je vais reprendre une volée de questions. Ne bouge pas, je répéterai plus fort les questions. Comme ça, voilà. S'il y a d'autres mains qui se lèvent, j'en avais vu vers le fond tout à l'heure. Je souhaitais savoir si vous aviez décliné l'invitation de M. Macron. On parle de la soirée de lundi où des intellectuels ont été conviés à l'Élysée. Il y avait pas mal d'absents, dont toi. Il y avait Pierre Rosanvallon n'était pas là, Patrick Boucheron n'était pas là, Thomas Piketty n'était pas là, mais il y en avait d'autres qui étaient là. Alors, as-tu été invité et as-tu décliné l'invitation? J'aurais été très vexé d'être invité. Donc la question ne s'est pas posée. D'accord. Non, c'était, je trouve, très humiliant pour ces intellectuels de cour, pour les appeler ainsi, d'être appelés comme ça, comme un petit troupeau. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'était tout de même très valorisant pour Macron parce qu'il n'y a pas eu de conversation, hein. Il y a eu... je dirais que Macron a lancé des balles et que les intellectuels étaient comme le mur. Le mur recevait les balles comme on joue. Mais c'était valorisant sans doute. C'était une bonne opération de communication pour Macron qui voulait montrer qu'il était aussi intellectuel que les autres et que, en fait, ça lui a donné l'occasion de faire un show, si tu veux, une démonstration, de montrer qu'il est agile, au courant, voilà. C'est assez humiliant pour les intellos qui sont allés là-bas, me semble-t-il, d'avoir simplement donné à Macron le prétexte ou le tremplin à chaque fois pour un développement intellectuel. Donc, c'était malin de la part de Macron et pas très malin de la part des intellectuels. Oui, bonjour. Vous avez fait passer de l'histoire à l'occasion de cette petite discussion. Et moi, je me rappelle de votre livre, Madame H, où vous parliez de votre veuvage par rapport à l'histoire. Et c'est vrai que la réelle politique, effectivement, fait que non seulement nous tous, nous ne nous pensons plus comme sujet historique, mais les politiques non plus ne se pensent plus comme sujet historique. Et vous avez parlé des chemins de fer. C'est vrai qu'il y a eu une époque où on a construit les chemins de fer pendant 50 ans, des chemins de fer sur lesquels nous circulons toujours. Et ce manque de vision prospectif me frappe. Donc voilà, je voulais vous interroger là-dessus sur qu'est-ce qui pourrait se passer pour qu'un peu plus de perspectives, finalement, à la fois culturelles, esthétiques et politiques, nous reviennent. Même si je sais que vous l'avez déjà énoncé dans vos ouvrages. Au fond, si je fais écho à votre question, comment se projeter dans l'avenir si on n'a pas d'histoire, hein? Et au fond, et elle te demandait au fond de repréciser quelque chose que tu as déjà développé dans tes adieux à Madame H, ou ton hommage à Madame H avec un grand H, l'histoire. Madame, la réponse est dans votre question. Votre question est très pertinente. Mais c'est vrai que nous sommes la première civilisation qui ne se réclame d'aucun passé et qui ne se donne aucun futur. Et c'est sans doute la première fois. Alors c'est vrai que quand on ne se donne pas un passé ou quand on ne se choisit pas un passé, parce qu'il y en a beaucoup de passés possibles, hein. Il y a l'Inquisition, mais il y a aussi le siècle des Lumières, donc vous choisissez votre passé. Mais nous, semble-t-il, on a du mal à avoir conscience qu'il y a cet héritage et on n'a plus, je dirais, d'anticipation d'un avenir souhaitable. Donc on vit dans un pur présent. C'est sans doute la première fois que ça arrive. Donc la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de long terme, il n'y a plus que de la gestion. La gestion économique, c'est à 6 mois, c'est à 1 an, il n'y a même plus de plan, n'est-ce pas? Il y avait un commissariat au plan. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, ça m'est arrivé d'aller au commissariat au plan. Ben, il n'y a plus de plan. Donc on vogue comme ça d'un jour à l'autre, d'une crise à l'autre. C'est vraiment, je dirais, une perte d'ampleur qui fait que
la politique n'est plus très intéressante parce qu'elle a décroché de l'histoire, si vous voulez. Et les politiques qui sont aujourd'hui en demeure de projeter comme un projet de société et d'avoir une vision de l'avenir, je n'en vois plus beaucoup. Et en ce sens, c'est vrai que l'écroulement du communisme nous a un peu privés de futur, car même si le futur était illusoire, c'était un futur. On marchait vers quelque part. Il faut bien qu'il y ait un quelque part pour marcher. En marche ne marche vers nulle part. C'est le problème. Mais pas plus que les autres. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que la perte de la finalité, la perte du but, la perte de l'objectif, la perte de l'horizon, c'est quelque chose de très nouveau. Et les Américains, eux, curieusement, ils ont encore de grands projets. Le projet d'aller sur la Lune, par exemple, ce qu'ils appellent la nouvelle frontière. Nous n'avons pas de frontière, au sens dépassement. Les Américains avaient eu, et ont peut-être encore, pas avec Trump, bien sûr, mais l'idée que technologiquement, ils peuvent obtenir des résultats. Bref, ils sont encore tournés vers un futur, pas avec Trump, mais avec Obama ou d'autres. Nous, orphelins de passé, donc orphelins d'avenir, c'est embêtant, mais grâce à Mediapart, au moins, on discute, il y a de la dialectique, on n'est pas d'accord, on essaye de construire quelque chose, donc tout n'est pas perdu. Donc du coup, pour creuser un petit peu culturellement ce que vous venez de dire, faites un constat un peu désespérant. D'un côté, une espèce d'américanisme dans lequel on puise. D'un autre côté, une difficulté culturelle, nous, Européens, à se retrouver, à trouver comment on peut fonctionner. Selon vous, quelles sont les conditions aujourd'hui qui feraient que justement, on serait en capacité, l'Europe serait en capacité, et nous, de construire justement ce futur, ce projet qui pourrait fédérer les peuples européens? Il dit c'était assez désespérant, même si c'est lucide, même si etc. Et il dit mais au fond, mais comment reprendre une énergie? Parce que quand même, on a vu que l'histoire, elle est pas finie. Les gilets jaunes, c'est bien ça. L'histoire, elle n'est pas finie. Elle se réinvente, elle bouge. Et alors, la question de monsieur sur le fait comment retrouver quand même un chemin et un horizon, elle renvoie, parce qu'il y a d'une part ton tract, et puis en même temps, alors c'est une revue pour initier, hein, il faut chercher à la trouver. C'est la revue Medium, c'est un peu la petite société secrète de Régis Debray. Il a même embarqué un journaliste de Mediapart dedans, Antoine Perrault. Mais c'est une société secrète, hein, et pour y rentrer, attention. Et donc Medium, en même temps, sort « Comment peut-on être européen ?» Or, à la différence de la tonalité assez sombre, et vous l'avez vu, quel est l'éditorial qui donne l'unité de ce numéro? Sisyphe heureux. Sisyphe, vous savez, hein, il monte un rocher, il lui retombe dessus, il monte un rocher, il lui retombe dessus. Hein, le mythe de Sisyphe, Camus, etc. Et en fait, donc, c'est dire, mais au fond, voilà, Sisyphe, il n'est pas si malheureux, il se débrouille, voilà, il y arrive, bon, voilà, il est heureux, Sisyphe est heureux. Alors... D'abord, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas mélancolique, je suis nostalgique. Et je précise tout de suite. La mélancolie, ça sert le cœur, mais la nostalgie, ça sert les poings. Qu'est-ce que je veux dire? La nostalgie, c'est révolutionnaire. Je vais vous dire pourquoi. Tous les révolutionnaires veulent réactiver un passé, plus ou moins idéal ou mythique, mais un type comme Marcos, qu'on appelait le sous-commandant Marcos, il est zapatiste. Il pense à Zapata. Lénine pense à la Commune de Paris. La Commune de Paris pense à 1848. Donc, autrement dit, toute révolution se fait avec l'idée d'un passé à refaire, à reprendre, à reconstituer. Si vous n'avez plus de passé, alors vous devenez un mélancolique. C'est-à-dire, vous ne voyez plus d'action à faire. Un nostalgique, il est poussé par la mémoire et il veut en quelque sorte prolonger ce passé dans un avenir qui va le perfectionner, qui va le
lui permettent de se dépasser précisément. Là où il n'y a pas de passé, vous ne pensez pas vous dépasser. Donc il faut vraiment garder la nostalgie, c'est-à-dire la conscience de l'histoire, la conscience qu'on a un passé, et notamment un passé révolutionnaire, un passé égalitaire. Et c'est vrai ce que tu dis, les Gilets jaunes, ils réactivent quelque chose. Et donc, je répète, tout n'est pas fini tant qu'on a le sens de l'histoire. Voilà. Alors, merci Régis Debray, on peut l'applaudir. Voilà, parce que c'était franc et sympa.